Bonjour Valentine, Bonjour Maximilien, merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu me donnes ton consentement pour pouvoir enregistrer et publier la vidéo? Consentement éclairé. D'accord, très bien. Pas de curatelle, pas de tutelle, on est bien. A priori, c'est bon. Ok, pas que tu saches. Pas que Euh, je sache, c'est ça. alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nous? Donc, qu'est-ce que tu fais comme boulot? En dehors de psy, qu'est-ce que tu fais plus concrètement? Où est-ce que Ouais. tu as été formé? Tes formations complémentaires, tes influences? Voilà. Ouais. Donc, je suis Valentine Legout. Moi, je suis psychologue et psychothérapeute en cabinet libéral, exclusivement en libéral aujourd'hui. D'accord. Euh, pour comprendre un peu comment je suis arrivée ici, ouais, le parcours, c'est intéressant. Et justement, les vidéos que tu as faites jusque-là, elles m'ont poussée à me questionner sur mon parcours, à m'arrêter un petit peu plus sur le chemin que j'ai pu faire, le cheminement, comment j'y suis arrivée, les influences, comme tu disais. Et, euh, et finalement, il y a un mot qui ressort, c'est le décloisonnement. D'accord. Je pense que ça peut être, ça va venir plusieurs fois, je pense. Donc, d'où je viens? Moi, je suis d'un petit village. Donc, si tu veux, l'arrivée à la fac, bah, c'était la fac la plus proche. Hein, la question ne se posait pas trop. Dans ma famille, c'était Reims. D'accord. Ok. Ouais, j'ai fait la fac de Reims sans trop m'intéresser à quelle orientation, des choses comme ça. Tu vois, je m'étais préparée à rentrer en psycho. Je savais déjà que je voulais faire ça. Je voulais faire de la psycho. Je m'étais renseignée sur le contenu des enseignements. Donc, pour te dire, j'ai un bac littéraire, mais avec une option maths. Donc, j'avais déjà conscience des On peut faire des choses un statistiques et peu tout ça. étranges. Voilà. Voilà, c'est ça, que ça allait pas être tout à fait l'image qu'on peut en avoir de façon assez fantasmatique. Hmm. Mais bon, en termes de choix de fac, bon, allez hop, c'est la plus proche, c'est bien. Je suis toute jeune, je quitte mes parents, je prends celle-ci, c'est très bien. Euh, Tout se passe normal. Et puis, arrivé au Master 1, là se pose la question du premier mémoire de recherche. Et là, tu es quand même invité ou encouragé, ou en tout cas, c'est plus simple si tu prends quand même un sujet qui s'accorde avec le labo. Ouais, bah oui, parce qu'il faut quand même que les gens comprennent de quoi tu parles. Exactement. Et puis, il faut que ce soit validé, il faut que tu sois bien accompagné. Il faut que tu aies une bonne note aussi. Euh, Pardon? Il faut aussi que tu aies une bonne note. On fait pas ça pour le style. On Voilà, peut c'est passer en ça. M2 quand même. La passion, c'est bien, mais le résultat, c'est bien aussi. Donc il faut Sauf plaire. que, Il faut plaire un petit peu. C'est ça déjà que tu veux dire? convaincre en tout cas. Plaire, Convaincre. je sais pas, mais en tout cas, convaincre et intéresser. Ouais. Plaire à la rigueur, c'est une autre question, tu vois. Pour moi, c'est comme avoir des résultats positifs, négatifs à une recherche. À la rigueur, non, ce qui est intéressant, c'est la recherche en tant que telle. D'accord. Donc, l'intérêt, qu'on puisse avoir un intérêt et qu'on puisse me suivre en fait sur un chemin. Et là se pose le premier problème pour moi, c'est que ça ne me parlait pas du tout en fait, ce qui était proposé. Donc le labo à Reims était, je crois c'est toujours le cas, un labo de psychocognitive qui s'intéressait principalement aux cognitions des schizophrènes, l'empathie chez les schizophrènes. Et moi, ça ne me parlait pas. Je trouvais ça un peu froid. Moi, j'avais comme premières amours la crimino. Je Ouais. voulais devenir Clarice Starling. Donc, si tu veux, C'est voilà. bon, c'est fait. Non, Non. non, et tant mieux. Non, et tant mieux. Tu vois, comme quoi le chemin, il est intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, je ne serais pas heureuse dans ce rôle-là, que je comprends mieux avec le recul. Mais voilà, le fantasme. Donc, non, ça ne correspondait pas trop à quelque chose qui faisait sens pour moi. Et donc, j'avais envie quand même de faire un travail qui allait m'intéresser, moi, d'abord, hein, parce que je ne me voyais pas mettre autant de temps et d'énergie dans quelque chose qui, juste pour une note, ça ne m'intéressait pas. Hmm. Donc, j'ai tout de même cherché un compromis. J'ai ressorti donc labo de psychocognitive. Moi, je ressors un vieux terme psychanalyste de derrière les fagots, disparu des nomenclatures depuis un moment, qui en fait allie la schizophrénie et la psychopathie. Mhm. Et je me dis, bah allez, j'essaye. C'est quel J'y crois terme? pas trop. Éboïdophrénie Ouais. de Ouais. Kalbaum. J'y crois pas trop. Hein. J'y vais. Et là, à ma grande surprise, bah ok, banco, vas-y, c'est super intéressant. J'ai été vraiment soutenue et accompagnée. Donc merci Christelle Bèche, hein, qui était ma directrice de mémoire et qui était la directrice du master. Toi, on peut être cognitiviste et ouvert d'esprit, c'est ça?
Bah, oui, en tout cas curieux. C'est ton premier message déjà. Exact. Mais en tout cas, déjà, j'ouvre un petit peu. J'ai pas envie de me contenter d'être dans un chemin prédéfini. Ouais. Ça m'intéressait pas. Je voulais, moi, que ça me porte. Euh, donc, bah, du coup, je propose ça. Je suis accompagnée. Donc, se pose là la question de, OK, je mesure ça comment? Donc, la psychopathie, pour la mesurer, c'est une échelle à laquelle il faut être formé. En tout cas, pour moi, c'était impossible de le faire sans être formé. Je le considérais pas. Donc là, je fais le choix de faire mon M1 en 2 ans pour avoir le temps justement de me consacrer aux cours d'une part et au stage et ensuite d'aller me former en Belgique à la passation de cette échelle. Donc au passage, ça m'a permis aussi de pouvoir échanger, voir un petit peu le système belge de façon très succincte, mais tout de même d'avoir une autre petite approche. Donc j'étais à Mons. D'accord. Et en parallèle, envie aussi de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir être dynamique dans ma démarche. Donc, j'ai fait du bénévolat aussi durant cette année-là. Et je me suis retrouvée propulsée animatrice de l'équipe d'accueil des gens justement en précarité. Ouais. Alors, sûrement parce que la plus jeune, forcément, hein, dans les groupes de bénévoles, on n'est pas... Enfin, ça dépend des secteurs, tu me diras peut-être, mais voilà, allez hop, tu vas animer un peu tout ça, ok, très bien. Donc ça aussi, ça a été assez chouette, assez formateur. Et donc, la recherche en parallèle, super chouette, tellement chouette que c'est ce que j'ai poursuivi en Master 2, j'ai gardé la même continuité de recherche. Alors, ça a parlé, ce qui était assez rigolo, c'est que le jury ne comprenait pas tout ce que je racontais, du coup, puisque c'était assez éloigné finalement du labo, de ce qui était fait. Donc, je pense que c'était enrichissant pour tout le monde. C'était vraiment une expérience très, très chouette. Le M2, comme pour tout le monde, hein, hyper compliqué, je pense, hyper hard, avec les 60 heures de cours, enfin voilà, le truc bien, bien hardos. Et il me semble que pour moi, c'était la première, sinon la deuxième année où les stages devaient être obligatoirement rémunérés. Ouais. Tu sais, à hauteur de, je ne sais plus, ça devait être 350 heures, Oui, quelque chose oui. dans ce genre-là. Donc, déjà à ce moment-là, dès le départ, les institutions ont dit d'elles-mêmes, Ouais, pour pas qu'on refuse les stagiaires, que, que les institutions d'accueil pouvaient faire des coupures au bout de 2 ou 3 mois et reprendre le lendemain matin. Comme ça, on ne dépassait pas le ouais, plafond et donc on ne payait pas. Et ouais. donc, c'était le moyen qu'on avait de prendre les stagiaires gratuitement. Mm. Et tout le monde y acceptait ça parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Ben, Et on n'avait pas ouais, tellement le choix, ouais, effectivement. Alors moi, j'en ai fait 2, du coup, des stages. d'accord. J'ai fait 2 stages de 350, bam. Le stage Euh, rémunéré alors. non, 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 D'accord. j'étais à la limite. Ok. J'étais à la limite, je l'espérais même pas, je l'ai même pas demandé. En plus, j'ai fait des stages en psychiatrie, en milieu externe. C'était la belle époque en fait où nous on n'était pas payés, où on allait au Mais c'était shopping, beau, on on allait était à la heureux. ville. Mais ouais, on était heureux de faire ça. Les jeunes qui ne doivent pas comprendre. Voilà. Et non, mais en plus avec la galère de la recherche de stage, hein, donc que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Hein, à l'époque, tu n'avais pas Facebook où tu demandais, hey, t'as pas un stage? Non, non, tu n'avais pas ça. Donc, Oui, puis on pouvait tout de suite dire, nous, on se fait utiliser gratuitement. Donc, on avait un argument de poids par rapport à ceux qui voulaient quand même essayer d'être payés, quoi. oui, oui. Et là, pour le coup, utiliser gratuitement, c'est un mot assez juste, puisque je me suis retrouvée, comme pour beaucoup d'institutions, dans des institutions en souffrance. Et j'ai été assez autonome rapidement. Donc, finalement, ça a été hyper formateur, hyper chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais sur les rotules, mais j'ai adoré. Ouais. Donc, me voilà diplômée. Et puis, mes premières amours, hein, la crimino, moi, ce que je voulais, c'était rentrer à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai réussi à choper un poste, donc mon contractuel, hein, évidemment. Et j'y vais avec toute ma candeur, avec toute mon énergie, tout mon Avec un grand espoir, tu vois. sourire. Voilà. Ouais, je suis heureuse d'être là. Venez, je suis heureuse d'être là. Tu as l'air un peu trop positif, toi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Enjoué, dirons-nous. Il s'est passé que, évidemment, tu te frottes à « Ah merde, c'est ça en fait ». Ouais, non, je pense que je suis pas sûre qu'on soit jamais préparé vraiment à faire ce type de job. Alors moi, j'étais en milieu ouvert. Donc, mon travail, c'était un travail de psychologue pour le coup, donc d'évaluation. J'évaluais durant 4 à 6 mois Tu étais en UEMO, si je me en trompe. UEMO. Ouais, absolument.
Donc, le travail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment d'aider le juge à prendre ses décisions sur l'avenir d'un mineur, sur son meilleur intérêt. Donc, durant 4-6 mois, tu rencontres le mineur, sa famille, différents intervenants, tu travailles avec l'éducateur qui a une mesure en cours avec ce jeune, et donc tu évalues un petit peu son parcours, son évolution, et tu préconises au juge un petit peu ce qui est le plus adapté. Donc là, on est vraiment sur un travail purement de psychologue, d'évaluation. C'était absolument passionnant, hein. Vraiment, j'ai adoré ce boulot. Et en même temps, dans une UEMO, tout comme dans toutes les autres structures de PJJ d'ailleurs, tu es seul en tant que psychologue. Alors, tu as tes collègues éduques. De temps en temps, quand tu as de la chance, tu as aussi une assistante sociale. Mais tu es seul en tant que psy. Donc, tu es seul responsable de rendre un travail. De tes bêtises. Alors, au-delà de ça, c'est que tu es le seul à pouvoir faire ce qui est demandé. Ouais. Donc, à un moment donné, moi, je me suis complètement épuisée. Et c'est mon corps qui a dit stop, burn-out. Alors, vraiment, le bon comme il faut. Pause forcée. Très bien. Ok, allez, on fait une petite pause. 3 mois de sommeil, on y va. Mais finalement, ça m'a donné du temps aussi, peut-être parce que j'ai enchaîné. Et du coup, ça m'a donné le temps aussi de me poser un petit peu. Et là, intervient un élément qui, je trouve, est très important, c'est ma démarche personnelle en tant que consultante, que patiente, voilà, on peut le dire comme on veut, que cliente, où j'avais exploré plusieurs types de thérapies différentes, plusieurs pratiques différentes, en commençant par quelque chose plutôt de psychodynamique en face à face. J'ai été sur le divan pendant 1 an, EMDR, hypnose. Et puis par hasard, je me suis retrouvée devant une psy TCC qui utilisait beaucoup la thérapie des schémas, mais qui était avant tout TCC. Alors que moi-même, le discours que j'entends aujourd'hui, que je lis aujourd'hui, des gens qui disent les TCC, c'est protocolaire, c'est du comportement, c'est machin. Je l'avais aussi, ce discours. Je l'avais complètement. Et finalement, de l'intérieur, ça m'a permis de découvrir ce que ça pouvait être réellement. C'est toujours important d'avoir des échanges réels et de sortir des préjugés, d'aller bouquiner, d'aller parler, parce que les gens, et y compris les psys, peuvent être remplis de préjugés sur ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, oui, c'est une bonne chose. Mais tu vois, je trouve que ce n'est pas suffisant pour le coup. Parce que si tu bouquines sur les TCC, tu lis un ouvrage de TCC, tu lis quoi? Tu lis du protocole. Or, dans la pratique, pour beaucoup, en tout cas, ce n'est pas du tout protocolaire tel que tu peux le lire dans le manuel. On n'est pas à séance 1, voilà ce qu'on va faire, et vous avez envie de me raconter ça? Non, on avait dit qu'on allait parler de ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu t'adaptes, en fait. C'est-à-dire, à la française, on est plus adapté. Parfois, à la nord-américaine, on peut être un peu plus protocolisé. Mais oui, il y a quand même un écart entre ce qui est écrit et comment on va le faire. C'est ça. Donc là, le dialogue, il est vraiment essentiel, je pense. Donc là, finalement, ce dialogue, moi, je l'ai fait de l'intérieur. Donc, j'ai pu aussi intégrer des choses différemment. Et je me suis dit, mais merde, en fait, c'est intéressant, ça. C'est hyper intéressant. Donc, moi qui étais en pause un peu forcée, je me dis, très bien, je vais entreprendre une formation de TCC. On va voir. Donc, j'ai fait le DU de Paris 5 avec reconnaissance de la FTCC derrière. Et en parallèle, parce que j'étais toujours en reconstruction personnelle, en reprise un petit peu d'énergie, en parallèle, j'avais trop le manque de la pratique, de me rendre utile, de me sentir vivante dans mon métier. Donc, j'ai fait encore une fois du bénévolat. Donc, dans une asso vraiment formidable où j'assurais là des consultations bénévoles. Donc, ça me permettait en plus de mettre un peu en pratique ce que j'apprenais progressivement, d'être dans quelque chose de dynamique et pas seulement d'hyper théorique. Il y avait quelque chose qui était vraiment différent par rapport à la fac ou purement théorique. Après, on va sur le stage, mais selon les stages, ça se passe pas toujours c'est pas toujours de la pratique ou tu n'as pas toujours de la reprise de stage non plus. Et tu n'es pas toujours bien accompagné selon le maître de stage non plus. Donc là, c'était en tout cas une approche qui était un petit peu différente, qui était plutôt sympa. Et puis, du coup, là, c'est bon, je me sens forte, je me sens plus armée.
Et tu vois, c'est à la fin de mon DU que je demande mon titre de psychothérapeute. D'accord. Je ne l'ai pas demandé avant. Mhm. Déjà parce que la loi est passée pendant que j'étais en études. Ouais. Mais là, je me sentais légitime pour dire oui, là, je suis psychothérapeute. Hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne doit nécessairement faire une formation de psychothérapie. C'est pas ce Ouais. que j'entends par là. Là, c'est vraiment personnel, tu vois. Je me sentais armée, je me sentais capable de mener une psychothérapie. Donc toi, tu es formé en TCC, il y a d'autres choses ou pas? Oui, il y a d'autres choses qui viennent par la suite. Alors, j'ai eu une introduction, on va dire, à la psychogénéalogie. J'ai fait un DU psychopatho enfant-ado. Donc, ça, c'était sur les débuts. Mais finalement, c'est pas ça qui a créé la pratique que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pour Mhm. ça que c'est vrai que j'avais même plus pensé à le mentionner. J'y pensais même plus, tu vois, ça, à ces formations-là, c'est pour dire. Et donc, du coup, là, je trouve un job dans une asso qui s'occupe d'enfants, d'ados, de jeunes adultes Mhm. avec des problématiques scolaires. Donc, je fais des accompagnements Mhm. auprès de toutes ces populations-là. En parallèle, j'anime des conférences auprès des parents, sur la question de l'adolescence et sur la question du haut potentiel intellectuel, parce que c'était le grand boom et ça vendait énormément. Dans l'asso dans laquelle je bossais, en l'occurrence, ça vendait énormément. Il a fallu du coup que je me mette à faire des bilans, parce que c'était la demande première, Ouais. des bilans psy complets. Enfin, complets, parce que moi, je voulais le faire complet. Donc, je suis retournée me former, là. Tu vois, je crois que j'ai fait sur 2 jours. Je suis allée me remettre à niveau. Je l'avais appris à la fac, comme beaucoup, mais je ne l'avais jamais pratiqué. Je voulais faire un travail de qualité. Donc, c'était essentiel pour moi de ne pas faire de conneries parce que finalement, c'est très, très lourd de sens. Je crois que les gens perdent très souvent ça de vue. Et donc, je voulais faire ça correctement. Donc, je suis retournée me former. Et en 2 ans et demi, j'ai dû faire plusieurs centaines de bilans D'accord. qui n'étaient pas décidés par moi. La demande, c'est pas moi qui l'accueillais. C'était la directrice de l'asso, qui était papy, au passage. Et en fait, moi, j'avais juste une commande de bilan. Et combien j'en ai vu qui c'était pas nécessaire, quoi. Ou Mhm. c'était autre chose qui était important. Tu avais Et la là, me sauta possibilité la... d'échanger avec la directrice un peu parce que finalement, je me dis que ça doit être fatigant de passer son temps à faire des choses dont on ne comprend pas la pertinence au final. Alors moi, j'essayais d'en mettre, si tu veux. J'essayais d'en ressortir toujours le meilleur et le plus utile pour l'enfant, pour l'ado. Mais à qui Mais ça sert? C'est effectivement, pour la question, quelle est la fonction de ce truc en fait? C'est rassurer la directrice, faire plaisir aux parents, désangoisser les enfants selon ce que pense la directrice ou les parents. Bon, c'est un peu tout ça. C'est un c'est un peu tout peu ça. compliqué quoi. Ouais. Ouais. Et là, on perd le sens même de ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre l'intérêt premier de la personne en souffrance Bah, c'est en surtout face de que nous. si j'étais pointilleux, je te dirais que tu es garante de tes méthodes et que finalement, d'une certaine Tu as manière, raison. Tu as le raison. contrevenu au code. Ouais, effectivement. Vu Mais comme ça, c'est important, je trouve, d'une certaine manière. Parfois, on a besoin d'expérimenter, d'essayer oui. quelque chose. Et puis Oui, après, oui, oui. justement, après, on comprend pourquoi il faut faire autrement, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis j'étais dans un état d'esprit aussi où j'avais besoin de rebosser, tu vois, il y avait tout ça et j'étais dans une précarité extrême dans ce job-là. Pendant 2 ans et demi, je n'ai fait que des CDD d'1 mois. Hmm. Donc si tu veux, il y a eu tout un tout justement où au bout de 2 ans et demi, c'était plus possible, j'arrivais plus à y trouver de sens. Moi qui cherche qui essaye de ressortir le meilleur, là, j'y arrivais plus. Ça n'était justement que de la contrainte à chaque fois, je ne m'y reconnaissais plus du tout. Donc, j'ai voulu arrêter et le libéral m'est apparu comme vraiment ce qui allait me convenir le mieux parce que c'est moi qui allais pouvoir poser mon cadre, c'est moi qui allais pouvoir mettre le patient au centre de sa démarche, Hmm. tel que je pouvais l'entendre. Et là, mon mari a eu un grand rôle parce que j'avais du mal à. C'est difficile, ça a été difficile comme démarche pour moi, si tu veux, en termes personnels, de pouvoir me dire oui, bon, non. Hein. Donc, j'ai été énormément soutenue aussi de ce côté-là. Et dans l'entrée en libéral, en parallèle, il y a encore une fois la pratique perso
qui rentre en ligne de compte. Parce que pendant le DUTCC, je rencontre Claire-Marie Best qui nous introduit à la thérapie ACT. Et je me dis, super intéressant. À la fin, je vais la voir. Dis donc, tu n'aurais pas une petite place pour moi? Donc, je suis allée la consulter quelques temps pour le comprendre de l'intérieur aussi. Et puis, du coup, elle est devenue ma superviseure derrière. On a changé un petit peu nos places. Elle est devenue ma superviseure et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai une pratique qui m'épanouit complètement. Alors, je me suis formée entre-temps à ACT. Je continue de me former à ACT en continuant des ateliers. Et là, le projet pour la suite, parce que là, du coup, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Ouais. Et le projet pour la suite, c'est de pouvoir intégrer un peu plus la thérapie des schémas pour mettre encore un peu plus d'histoire dans le parcours du patient. Et je ne sais pas si tu connais Pierre Cousineau. Si, il forme beaucoup en Suisse. Voilà. Je vais suivre ses formations là, à la rentrée à Paris, où justement… À Paris, parce qu'à une époque, c'était surtout en Suisse. Ouais, là, il fait… Il forme à la thérapie des schémas de Jung, pour ceux que ça intéresse. Exactement, à la thérapie des schémas, à la thérapie de la cohérence également. Et là, donc je vais faire la thérapie des schémas avec lui et il propose un module aussi sur comment allier correctement acte, schéma, pleine conscience. Voilà, donner une cohérence un petit peu à tout ça avec cet esprit qui reste toujours le plus présent et qui pour moi est le plus important, c'est la flexibilité qui est un des mots-clés de la thérapie acte, mais qui finalement… quand je te parlais de décloisonnement au début, pour moi, ça vient me faire écho. C'est vraiment avoir de la souplesse et ne plus avoir… être suffisamment libre pour ne plus avoir, pour se sentir cohérent, à essayer de faire rentrer le patient dans sa case théorique, mais plutôt être au plus proche du patient, lui. Donc finalement, les formations, elles s'adressent surtout aux thérapeutes au départ. Pas nécessairement. Ces formations actes, tu veux dire? Parce que je me dis que c'est une façon de travailler des questions. C'est une façon de te faire comprendre et utiliser des outils pour rencontrer ton patient, mais finalement, implicitement, c'est aussi surtout pour te faire bosser toi, t'amener à être flexible, t'amener à être ouvert, t'amener à tout ça, quoi. Et que sans ça reste des outils inertes qui ne vont pas prendre de sens, quoi. Alors si, tu as quand même un modèle théorique derrière qui… Au bon endroit, je veux dire, si tu l'utilises pas de la bonne manière, au bon endroit, comme tu le disais pour la TCC, si tu commences à être trop rigide ou pas connecté aux gens, et puis c'est pas le moment, peut-être que ce sera la prochaine fois, et puis tu insistes, et puis le patient part, et puis il y a quelque chose qui est plus à ce moment-là. C'est très juste. Et d'ailleurs, il y a sous quasiment tous les organismes de formation de la thérapie ACT proposent un module axé sur le praticien, sur sa propre flexibilité. Ah oui, parce que sinon, si on fait de la thérapie centrée sur les émotions, qu'on ne sait pas gérer ses émotions, si on ne sait pas entrer en hypnose alors qu'on va en faire, ça ne va pas. Mais ça, c'est oublié, tu vois. Voilà. C'est compliqué. C'est des points qui sont oubliés. Ah, oubliés. Souvent. Oui, mais je pense que d'une certaine manière, ce serait réinventer la poudre, mais il faut quand même se dire que tout praticien est censé réussir à avoir justement cette flexibilité. Sinon, il fait de la mécanique et puis c'est tout, quoi. Mais si quelqu'un n'est pas à l'aise pour sauter et veut devenir instructeur de saut, on est mal barré quand même. Mais ouais. Donc, il faut pouvoir se confronter à ses peurs, il faut réussir à utiliser ces outils-là, j'ai envie de dire, tout en comprenant que c'est aussi à travers la relation qu'il va se passer quelque chose et que tu mets 2 thérapeutes TCC, il y en a un, ça ne va pas passer du tout avec une personne et l'autre, ça va passer. Est-ce qu'on peut dire que la TCC ne marche pas et puis que le lendemain, elle marche avec quelqu'un d'autre? Je ne suis pas sûr que ce soit la peine de parler de TCC, en fait, ce n'est pas la question. Ouais. De toute façon, on est bien d'accord, je crois, tous pour dire que le premier ingrédient, c'est la rencontre, c'est la relation. Donc, oui, et puis je pense que c'est aussi après, une fois que la rencontre est faite, comment on peut faire appel à des objets au bon moment, de la bonne manière, et en direct aussi réajuster des choses, parce qu'il ne suffit pas d'être dans une relation qu'on pense être bonne, il faut surtout que le patient le perçoive, pour commencer, et puis qu'après, ça prenne sens aussi l'utilisation des outils. Et j'ai tendance à me dire que si on fait appel à certaines choses, c'est aussi parce qu'on est nourri de la relation et qu'on arrive à sentir le moment opportun pour déployer telle ou telle chose. Oui. D'où l'intérêt d'avoir aussi du temps
pour penser ce qui se passe et dans la relation, dans la consultation, mais après aussi pour justement savoir adopter la bonne attitude, le bon comportement pour que ça puisse venir résonner chez le patient et qu'il puisse l'intégrer en fait ce qui se passe. Ouais, ouais, exactement. Donc voilà où j'en suis. Il y a beaucoup d'éléments cliniques. Ben alors, justement, bon, tu es en libéral, tu as l'air d'avoir un chemin qui te convient. J'ai l'impression que tu sais ne pas rester dans l'impuissance et dans le silence et dans le noir, mais tu sais aller chercher ce qu'il faut. Ben alors, j'aimerais savoir ce que tu penses de la profession de psychologue actuellement en France. Est-ce que tu en as quelque chose à faire? Parce que ce que je me rends compte avec le temps, j'avais une idée. Malheureusement, les idées viennent toujours se confirmer, donc il y a toujours un biais. Mais c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup, finalement, la question de la profession, c'est même plus une question. En fait, c'est même pas intéressant. On fait notre truc. Les gens sont contents, on se forme, on prend du plaisir, les patients reviennent, on découvre des choses, on change de champ d'expertise. Et puis, en fait, derrière, ça marche ou ça marche pas, c'est plus une question. Moi, je soutiens que la majorité des filles ne sont pas connectées à la profession et s'en foutent parce que ça les fatigue et qu'il y a trop de problèmes et que ça n'avance pas. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, au moins, on a déjà deux idiots alors. Mais je pense alors, à penser ça. Parce que quand je te vois, peut-être que j'ai interprété, mais quand je te vois être, pour le coup, beaucoup moins dynamique que quand on parle de clinique, je me dis c'est peut-être… voilà. Oui, fine observation. Non, c'est-à-dire que moi, sur le métier, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément de vue de métier, mais qu'il y a plutôt des individus qui pratiquent la psychologie. Tu vois ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu as raison dans le sens on fait chacun notre tambouille. C'est un peu ça que je ressens. Alors, ça, c'est dans un sens et parce que j'ai quand même plusieurs vues là-dessus. Il y a quand je me suis installée, je suis allée rencontrer mes collègues. Alors, la plupart étaient assez étonnés. Ouais, psychologue. Qu'est-ce que c'est que cette… Ouais. Ouais. Mais pas que, hein, pas que. Médecins, bon, psychiatres, pour les rencontrer, j'ai toujours pas réussi parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais ostéo, sophro, je travaille beaucoup avec une sophro. Mais je suis allée à la rencontre, et même des autres psys. Et j'ai pas choisi les courants de pensée ou de pratique vers qui je me tournais. Je suis allée les rencontrer. Et là, il y a du dialogue. Et du coup, là, le métier, il a du sens parce qu'on se retrouve autour d'un intérêt commun, encore une fois, de quelque chose qui est commun, même si la pratique, elle, n'est pas commune. D'accord. Donc, en fait, quand je te parle de la profession de psychologue, toi, tu dévis sur, à travers le patient, qui s'occupe de lui. C'est comme ça que tu me réponds à la question. Tu te retournes et tu me dis, ah, mais qui s'occupe du patient? Et puis, tu vas voir tes collègues. Ça, je me doute que sur le terrain, il y a quelque réfléchis en même temps que tu me dis. Il y a quelque chose d'intéressant finalement à tous se retrouver autour d'un patient. On voit nos points communs, on voit nos différences, nos complémentarités. Et alors, je ne sais pas, comment va la profession pour toi aujourd'hui? Ça se trouve, il n'y a tellement pas de questions et tout va bien que pour toi, la question, elle est… Non. En fait, là où j'ai une difficulté, c'est que je trouve que la définition même de la profession aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est là que je suis en difficulté pour te répondre. D'accord. C'est quoi la profession? Tu vois, est-ce qu'on parle de… Je ne sais pas de quoi on parle, en gros. Ce qui est un peu particulier avec le temps, c'est qu'il y a un grignotage qui se fait par l'extérieur à propos de la question de la psychologie. Donc, entre parfois l'hypnothérapeute formé en 2 jours, la sophrologue qui a fait 5 ans d'études, l'infirmière, le psychiatre, on ne sait plus où on en est, le coach, celui qui fait de la PNL, l'autre qui fait de l'accompagnement de vie, le père aidant, tout ce que tu veux. Et donc, il y a un côté, j'ai presque envie de dire, ça devrait être au psychologue d'être le plus garant de toutes ces questions-là, même sans éliminer les collègues. Mais c'est celui dont on comprend plus ce qu'il fout là au bout d'un moment, ou celui qui se pose le plus la question, peut-être. Peut-être. Les coachs se posent moins la question la plupart du temps que je crois que les psychologues, qui au bout d'un moment ne savent plus trop qui ils sont. Mais je me dis que c'est peut-être une question qu'on retrouve plus souvent dans le domaine de la psychothérapie chez les cliniciens, tu vois. Ouais, probablement. Je pense que là où je te suis, c'est que
j'imagine, enfin, l'image que j'en ai en tout cas, c'est que effectivement, on pense plus notre pratique perso que le métier. Et là, moi, je trouve qu'il y a un problème parce que c'est là qu'on se rend compte soudainement, ah merde, on est en train de nous marcher sur les pieds, merde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ouais, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Sauf qu'on est chacun dans notre coin. Ouais. C'est intéressant parce qu'on a toujours des explications. Euh, les intellectuels de notre profession ont toujours plein d'explications, mais au final, c'est de pire en pire, il me semble. Mais moi, je crois qu'on prend le problème à l'envers. Alors, essaye C'est-à-dire que de nous aider à résoudre ça. si justement on cherche des explications, on n'est pas déjà à partir de quoi on part, d'où on part. Et je crois qu'il faut aussi se redéfinir, se retrouver justement une définition de qu'est-ce que c'est un psychologue. Parce qu'on a la définition, ok, que tu peux avoir Wikipédia ou une définition toute faite, d'accord, très bien, mais il y a eu l'évolution de la pratique, il y a eu l'intégration du titre de psychothérapeute. Aujourd'hui, qui d'ailleurs est un problème en soi parce que ça vient contribuer complètement à la confusion et à la déspécificité, des spécifications de notre métier même, puisque pour être psychothérapeute, il faut être clinicien. Sauf que être clinicien, à la base, si tu prends la sémantique, donc si tu reviens à l'origine, c'est être au chevet du patient. Qui est au chevet du patient à l'origine? Le médecin. Donc là, il y a un vrai problème déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a, je crois qu'on prend le problème à l'envers. C'est comme non, on veut pas de ça, non, on veut pas de ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'on veut? Mais après, je peux aussi te dire que l'infirmière et le coach et la sophrologue sont au chevet du patient. Ils sont pas. Alors, l'infirmière, Et au chevet du oui, bien patient. sûr. L'infirmière, c'est encore autre chose parce qu'elle peut prétendre à être psychothérapeute, mais le Peut-être que le coach, coach, il est au chevet du client, si tu veux, si on vulgarise. Mais alors, l'infirmière, elle peut être psychothérapeute. ouais, c'est bien ce que je dis, c'est que le Le problème, kiné et l'ostéopathe aussi, alors. ouais. Donc en fait, dans l'idée, Parce que si moi, tu j'ai veux, des collègues ostéopathes, je les adore, ils sont très bons comme ostéo, vraiment, hein, mais alors, ils peuvent pas être psychothérapeutes d'emblée, comme ça. Et d'ailleurs, ils ne le demanderont jamais, ils le savent très bien. ouais, oui, mais là, on parle d'éthique du coup. Oui, mais est-ce que Et l'éthique, c'est finalement, personnel. oui, mais est-ce qu'on attribue la possibilité des psychothérapeutes à tout le monde en disant c'est une question éthique, débrouillez-vous. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Non, mais justement, c'est là que je trouve Il y a la que question de la c'est formation de venu. base. Il y a la question de la formation de base quand même. Oui, oui, ah bah, bien évidemment. Parce qu'un ostéo qui pourrait être psychothérapeute, j'ai envie de dire, il est peut-être moins à même de pouvoir le faire qu'un psychologue quand même. Ouais, Tu vois? tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que c'est venu créer encore plus de confusion aussi et moins de spécificité à notre profession. Mhm. C'est en ça que je veux dire qu'il y a un problème au niveau du sens des mots aussi. Et oui, bien sûr, on pourrait aller encore plus loin, mais va savoir si quelqu'un, un ostéo se présentant à l'ARS, justifiant certaines choses, est-ce qu'il l'aurait pas le titre? Je sais pas. En tout cas, les médecins l'ont eu d'emblée, quasiment d'emblée. Les psychologues se sont battus pour l'avoir aussi assez facilement. Euh, Comme je n'arrête pas de le répéter à chaque fois, il n'y a pas de définition de ce qu'est la psychothérapie. Et puis, encore une fois, quelle que soit ta formation, il suffit que tu sois psychologue clinicien et puis voilà. Alors ça, c'est... Oui, oui, clinicien, oui. Parce qu'au début, il fallait justifier de 500 heures Oui, de mais sauf stage que clinique. maintenant, voilà, on fait en sorte que tout le monde ait 500 heures en psychiatrie, puis c'est terminé. Sauf Ouais. que faire 500 heures dans un service de psychiatrie, pour moi, ça ne rend pas psychothérapeute. Ah, on C'est est bien d'accord, on est très bien d'accord. intéressant, mais ça ne suffirait pas, selon moi, à pouvoir dire ça. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est justement, voilà, on a essayé de se rassurer, de ranger un peu, et puis ben, au final, je crois que ça crée encore plus de confusion. Et plus il y a de confusion, ben, plus on... C'est pas rassurant, c'est comme avec un enfant, tu vois, il n'y a pas de cadre. Donc on est un peu flippé, donc Et
on se retranche un petit peu. Est-ce que les gens veulent un cadre? Est-ce que les psychologues veulent un cadre? Tu vois? Tout dépend de la définition du cadre. Si tu dis cadre à certains psychologues, ils vont flipper en disant hop, 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 je veux ma liberté. Moi, la façon dont j'entends le mot cadre, c'est d'avoir des limites définies, d'avoir encore une fois la définition de quoi on est en train de parler et à l'intérieur, on a notre liberté. Et donc, justement, d'avoir quelque chose qui puisse venir dire vous êtes psychologue dans telle et telle condition, vous êtes psychothérapeute dans telle et telle condition, vous êtes. Voilà, vous avez telle ou telle chose et à l'intérieur, tu es maître de ce que tu fais. D'où la question qui revient cycliquement. Moi, j'aime bien en parler parce qu'il y a tout à boire et à manger là-dedans. La question de l'ordre, qui est compliquée pour les psy. Ouais. Et pour le coup, même si la vidéo, elle sera diffusée en octobre, on m'a envoyé tout à l'heure un élément. Il y a un groupe de pairs aidants, c'est-à-dire d'usagers du soin qui sont amenés à aider d'autres usagers du soin, qui demandent la création d'un ordre. Donc en fait, il y aura des ordres pour tout le monde, je crois, sauf des psychologues. Après, je ne sais pas si c'est forcément une réponse adéquate, mais peut-être que ça viendrait clarifier certaines choses. Oui, tout à fait. Et dans la formation aussi, probablement. Enfin, j'entendais. Vas-y, dis-nous. Ouais, alors, ordre ou pas, peu importe le mot, mais une instance en tout cas. Quelque chose qui nous représente et où on sache se reconnaître. Mais on te dira qu'il y a déjà des instances. On te dira qu'il y a la FFPP, qu'il y a le SNP. Alors, ce sont des instances. Alors, FFPP, c'est encore un peu particulier, mais SNP, c'est une instance syndicale. C'est pas. Il faut être. Il représente les adhérents. Je ne vais pas répondre à leur place. Hein. J'ai fait des propositions. Non, bien sûr. Mais ils te diront que ce n'est pas exactement un syndicat, en fait. Ouais. Oui, ça s'appelle syndicat, en fait. Mais moi, je veux pas. J'en ai rencontré. Hein, donc, et avec des échanges hyper enrichissants. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, je trouve que c'est pas suffisant. Je crois qu'il faut qu'on soit tous moteurs et qu'il y ait une identification commune. En tout cas, sur une chose commune. Les deux te diront que si tu veux que les choses changent, il faut que tu adhères et que tu fasses tes propositions et que tu viennes, plutôt que de rester à l'extérieur. C'est ce que j'entends. Ça, c'est probablement vrai. Et ils ont probablement raison. Ça, je suis assez d'accord. On choisit qui et en même temps, ça pose quand même pas mal de questions parce que la question d'un ordre, il y aura un caractère obligatoire. Et donc, ça concernerait tout le monde. Oui, c'est là la différence. Peut-être un idéal un peu déconnant, mais je pourrais imaginer que ça pourrait être une démocratie forcée où tout le monde serait amené à voter pour sa profession. Parce que là aussi, encore une fois, désolé pour ceux qui écoutent toutes les vidéos, ça leur prouvera qu'ils écoutent tout. On ne sait pas combien on est. On n'a même pas de statistiques. Ouais. Donc, les 60 000 dont je parle, c'est un chiffre qui est ressorti, mais on est peut-être 40, on est peut-être 50, on ne sait pas. Déjà, ça, on ne sait même pas combien il y en a. Oui. Voilà. Et du coup, si on est chacun dans notre coin, on est divisé. Et si on est divisé, on n'est pas fort. On ne peut pas faire valoir quelque chose. C'est peut-être arrangeant d'une certaine manière parce que ça permet peut-être de régner aussi quand on divise. Peut-être. Parce que si on était tous à voter, moi, je fantasme depuis quelque temps d'avoir une obligation de vote pour tous les psychologues qui ont un diplôme et qui exercent en France sur quelques thèmes. Et j'aimerais bien avoir des vraies statistiques. J'aimerais bien savoir combien de pourcentage sur les 60 000 psychologues interrogés ont répondu à telle et telle et telle et telle question. J'aimerais bien avoir leur avis à tous. Parce qu'encore une fois, je pense que la majorité, et c'est pas bien grave, ne regardera jamais ces vidéos, ne sauront jamais que ça existe et surtout ne sont pas au courant d'expérimentations comme les remboursements des consultations psy à 22, 25, 23 euros, je ne sais plus combien, là, plafonnés. Personne n'est au courant la plupart du temps. Personne. Ah oui, tu crois? Ah non, écoute, demande à tous les psys, ne demande pas qu'aux ostéos, demande à tous les psys. J'en connais quand même pas mal. Et c'est vrai que moi, j'en reparle, mais j'ai fait une interview avec un collègue qui est de Nantes. Ils étaient un bon paquet de psys autour d'une table et ils en parlent durant l'interview. Et personne n'était au courant et l'expérimentation, elle avait eu quelques kilomètres. Donc, personne n'est au courant de rien. Personne. Alors, je dois être un peu biaisée parce qu'un des regards que j'ai sur les psychologues, c'est que je suis sur pas mal de
observatrice. Si tu es connecté, Je voilà. suis connectée, voilà. Voilà. Donc effectivement, Si tu vas chercher l'information, tu peux la trouver un minimum. Et non, si alors tu attends, ne je pas, suis connectée sur des groupes de psy oui, bah donc il qui commence à... comptent des milliers et des milliers. Donc si tu veux, j'ai un autre regard que toi. Voilà, donc il y aura quelqu'un qui peut venir. Mais ça, je les ai C'est vus. ça. On a le même regard, mais sauf que moi, j'aime aussi discuter avec tous mes collègues psy qui sont majoritairement, en tout cas pour ce que je vois, c'est pas au courant en fait. Parce que ça représente un petit chiffre. Je pense qu'il y a un effet où on se dit que tout le monde est là, mais en fait, tout le monde n'est pas là. La majorité ne savent pas en fait. Ouais. Je suis sûr que si on faisait un sondage auprès de tous les enseignants, maîtres de conférences et professeurs, la majorité n'est pas au courant de cette histoire d'expérimentation. J'en mets ma main à couper. Donc, c'est un peu dommage que l'information ne circule pas parce que c'est quand même une forme de pouvoir et de maîtrise que de savoir ce qui se passe pour une profession. Donc, pose la question aussi d'une instance qui représente tous les psys, qu'ils soient, qu'ils soient cliniciens, moteurs ou pas. Psy du Tout à travail. fait. Oui, ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je fais un appel régulier à tous les gens qui ne sont pas cliniciens à venir. Ouais. On m'en parle, mais moi, je ne peux pas aller forcer les gens non plus à venir. Et je lance ça parce que beaucoup ne se sentent pas spécialement, comment dire, concernés par beaucoup de questions, en fait. Oui, bien sûr. Mais justement, tu vois, pour avoir l'information, ça aurait été chouette que chaque psychologue répertorié ait reçu l'information dans sa boîte aux lettres. Donc, pour ça, il faut être répertorié. Ouais. Et pas seulement parce qu'on a eu la démarche d'aller dire « moi, je veux ». Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est peut-être une façon de vouloir forcer les gens à s'intéresser. C'est peut-être un fantasme que je dois contrôler et laisser les gens qui ne veulent pas savoir ne pas savoir. Peut-être qu'il faut que je lâche prise. Mais je me non, je ne pensais pas à toi là pour le coup. Oui, mais moi, d'une manière générale, en tout cas, la question d'avoir un permis et un ordre, ça permet à chaque fois tous les ans d'aller cliquer sur un lien, d'être au courant de certaines infos, d'alimenter des statistiques minimum. On pourra avoir des études merveilleuses. Si tout le monde pouvait répondre à 30 items une fois par an, le 31 décembre, en renouvelant son petit permis, en payant 30 €, 50 € ou 500 ou j'en sais rien, bref, à hauteur de ce qu'on veut, bah, ce serait super parce qu'on saurait qui fait quoi, qui travaille où. Voilà, on pourrait savoir tout ce qui se passe en direct. Pour trouver des stages, du boulot, tout se fera en claquant des doigts, il n'y aura plus de problème en fait. Et et ça voudrait dire qu'il faut pouvoir participer à un truc commun. Et c'est compliqué. Et là, tu es obligé de passer par la contrainte à un moment donné. La démocratie forcée, alors. Ouais, non, mais je suis assez, je te suis complètement. Après, un ordre, je pense qu'il faut oublier le mot en fait. Moi, je me suis frottée à la question il y a quelques années. Tu retrouves des discours, oui, mais c'est Vichy. Oui, c'est Vichy, ouais. C'est la collaboration. On va tous devenir nazis à ce moment-là. Ouais. Bah ouais. Ok. Et encore, je n'ai pas mis celle qui était rouge parce que là, ça faisait vraiment Ça aurait été bien pourtant, ça aurait été C'est dommage parce que c'est encore de l'anachronisme et c'est encore pas maîtriser l'histoire non plus et c'est faire des amalgames très particuliers. Voilà. Oui, et c'est encore une fois être… Alors là, vient la question de la culture, je trouve, par rapport à des Québécois, à des Nord-Américains, où… alors, j'ai horreur de faire des généralisations, mais quand même, en France, on observe un attachement énorme à la tradition, à ce qui était existant, à l'histoire. On a une histoire qui est quand même très, très longue, donc c'est vrai qu'on est très attaché à ça. Voilà, le Québec est plus jeune et il est quand même rattaché à une tradition plus pragmatique. Absolument. Plus dynamique aussi. Si tu pouvais tout remettre par terre du système… Ouais, alors, justement, une instance telle qu'on en discute là, avec tout ce qu'on a pu se dire. Alors, les vérifications, tout ça, je pense qu'il faut que tout ça se passe par le dialogue. Donc, encore une fois, quand tu dis où on puisse répondre à des questionnaires, voilà, c'est là que c'est intéressant. Et que cette instance soit en communication directe avec les facs. Parce que quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte. Dans l'après-coup, tu vois la disparité des enseignements, de la qualité des enseignements. Donc, je crois qu'il faudrait une vraie ligne de conduite, une vraie ligne d'exigence qui me semble vraiment nécessaire parce qu'on n'est pas tous égaux en sortant de la fac.
C'est une vraie connerie, ça. J'y crois pas du tout. On n'est vraiment pas tous armés pareil. Et qu'au sein de la fac aussi, il y a un autre point qui me semble vraiment essentiel, c'est qu'il y ait beaucoup plus de professionnels. Ouais. On est, en tout cas là où j'étais, on était Tu veux dire quoi, des essentiellement… professionnels, des gens de terrain, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. C'était essentiellement des universitaires. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le discours qui est transmis, c'est celui, comme on disait tout à l'heure, qui peut être lu dans un ouvrage. Donc, qui n'est pas vu de l'intérieur, qui n'est pas vécu de l'intérieur. Et donc, on est sur des choses un peu plaquées et qui ne viennent pas nous enrichir du tout de la même manière. C'est très froid, en fait. Donc, amener quelque chose de plus vivant, qui sera probablement plus pertinent aussi et Ouais. probablement plus enrichissant. Ça, je trouve que pour moi, c'est un très, très gros manque à la fac. Ouais, après, il y a beaucoup de cliniciens qui n'ont pas envie de s'embarrasser des salaires compliqués quand on est quand on est à l'université. J'entends Et bien. puis, c'est pas valorisé aussi. Bon, après, tout ça, tout le monde le connaît, mais enfin, J'entends bien, mais du coup, ça va ensemble, si tu veux. Ça oui, se oui, mais construit, c'est-à-dire que ça. c'est pas valorisé. La qualité de l'enseignement universitaire, on s'en fiche. Moi, c'est ce qu'on m'a fait comprendre quand j'ai voulu rentrer en tant que maître de conférence. Ah Et on m'a oui, dit qu'on s'en fichait complètement. Je faisais ce que je voulais. très bien. Si je veux refaire le même cours pendant 15 ans, je le fais parce que j'avais pointé du doigt que certains le faisaient. On m'a dit on Mm. s'en fiche. Tout ce qui va compter, c'est tes partenariats, les prix de recherche et le nombre de publications et de Oui, recherches que tu mettre en oui, place. C'est tout. oui. Donc après, si tu as envie de t'amuser, tu fais ce que tu veux. En gros, tu gagneras pas plus, tu gagneras pas moins. C'est pas notre problème. Ouais, Parce mais que, justement, parce que là, ça n'est pas évalué, ça. Ça n'est pas évalué. Voilà. Alors, tu me fais dessiner un modèle idéal. Donc, justement, dans ce modèle idéal, ça ne se passerait pas comme ça. Il y Voilà. aurait une volonté, une exigence. Beaucoup de chargés de cours sont cliniciens, par exemple. Oui, Donc, oui, ou alors, on a aussi des enseignants qui sont cliniciens, mais qui peuvent avoir une pratique qui est parfois très, très peu. Enfin, quand tu as un psychanalyste qui est à Paris dans son cabinet depuis 35 ans, mm, bah, il voit des choses, il ne voit pas tout. Et donc, ça mm, peut être compliqué. On n'a pas la même clientèle, on n'a pas la même patientèle, on n'a pas la bien même sûr. équipe. Et que quand on va arriver dans un hôpital défavorisé, en étant en soins palliatifs, en bossant 2 jours par semaine, c'est plus la même pratique que d'être psychanalyste dans le 16e, etc. C'est plus la même chose. Ouais, l'idée n'est pas d'être exhaustif non plus, parce que de toute façon, moi, je pars du Ce serait principe bien qu'on qu'on ait un peu de se… tout, en fait, des cliniciens qui viennent d'un Alors, peu partout, au moins de pendant un temps de… l'éclectisme, oui, mais pas de l'exhaustivité, c'est pas possible. Et puis, ça nous enlèverait aussi je trouve, le cœur même de notre profession, c'est qu'on travaille avec… Notre outil, c'est nous. Donc, c'est notre expérience, c'est notre vécu, c'est notre histoire. Et du coup, ça ne s'apprend pas, ça se découvre euh, avec soi-même. Ouais. Et moi, j'observe que finalement, l'endroit où j'ai probablement le plus appris, c'est au contact de mes patients. Ouais. Comment tu vois la profession dans 10 ans si on reste comme ça? Alors, 10 ans, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est demain. D'accord? Ouh, c'est Donc, très politique, ça. oh merde. 10 ans, Non, c'est non, demain. Voilà. non, non, je veux dire que 10 ans, je trouve que c'est très, très court, en fait. Dans 10 ans, je pense qu'il n'y aura vraiment pas grand-chose qui aura changé, Et si deux ce quinquennats. n'est… Voilà. Pardon? Ça fait 2 quinquennats. Ouais, bah tu vois ce qui se… Oui, bah donc je réitère. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose dans le fond qui aura changé. Peut-être qu'il y a une chose qui aura changé, c'est que beaucoup d'entre nous, peut-être, ne seront plus psychologues, mais seront psychopraticiens pour pouvoir échapper à cette paramédicalisation telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Mhm. Donc vraiment dans les conditions d'aujourd'hui, j'entends, hein. On va pas Euh, à préparer nos plaques professionnelles en mettant psychopraticien. Ouais. ouais, hélas, hélas, je trouve ça d'une Et tristesse pourquoi? incroyable. Pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous fais peur? Non, je sais pas. Non, Alors, attends. dis-nous pourquoi ça va se passer comme ça. Je veux savoir. Pourquoi j'en sais rien. Bah, comme tout bon humain que je suis, je regarde le négatif en premier et je m'intéresse à lui. Et non, non, ça c'est vraiment On quelque en chose qui… arrivera à ça concrètement? Parce que ce serait trop dur d'être psychologue. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que à mon sens, c'est pas gérable de le faire dans ces conditions-là. On perd notre identité, en fait, justement, on perd ce qui fait, de mon point de vue. Encore une fois, il faudrait pouvoir dialoguer avec tout le monde, voir si tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qui fait qu'on est psychologue, qu'on est psychothérapeute, qu'on fait ce métier-là, d'être orienté par un médecin, au contraire, moi je travaille énormément avec les médecins et je crois que ceux qui ne travaillent pas avec les médecins, je pense qu'il y a un problème, enfin un problème, il y a un manque en tout cas probablement, c'est dommage
mais d'être prescrit, allez, admettons encore, mais que finalement le message soit, moi médecin, je sais ce qu'il faut. Mhm. Et donc, c'est ça qu'il faut. Et finalement, le pire là-dedans, c'est de devoir rendre les comptes. C'est-à-dire devoir dire, bah voilà, au bout d'une semaine, voilà quelle a été l'avancée. Au bout de 2 semaines, voilà quelle a C'est été hyper l'avancée. factice tout ça, hein. Moi, j'ai un collègue médecin qui m'a dit que le jour où ça arrivait, comme il n'en a rien à faire de ces histoires de psy, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il m'envoie quelqu'un, c'est toujours adapté, donc je sais pas comment il se débrouille. Il m'a dit, écoute, tu me diras, et puis je te ferai les paplards, et puis je te signerai. Donc, Mais là, t'es dans de l'individuel. oui, mais tu vois ce que je Je veux te dire. parle de loi, je te parle de texte, Ce de ce que qui je veux, va oui, oui, ce sous-tendre. que je veux te dire, c'est qu'au final, ça ne va pas forcément profiter au méchant médecin Non, non. qui veut décider. Non, mais je te dis ça parce que souvent on se Mm. dit, ah oui, mais ça veut dire que les médecins sont prétentieux, ils savent tout et tout. Non, non, J'en ai plein qui me disent, j'y connais rien, tu me tout diras ce à qui est fait. rempli comme papier. Et donc la loi finalement, elle est là, on la suit, mais on la refait à notre sauce parce que c'est pas adapté. Peut-être, peut-être. Euh, oui, peut-être, tu as peut-être raison, ouais. Et c'est Mais malheureux du coup, aussi, hein. Ça veut dire que la loi ne sert pas à grand-chose ou qu'elle est pas adaptée à exactement. la réalité, mais ça c'est. Ça, c'est là que ça me pose problème parce que oui, dans les faits, probablement, moi, pareil, les médecins avec qui je travaille, il n'y a pas une fois où c'est pas bien tombé. Et puis, il y a de la confiance, il y a des choses qui s'installent quand tu crées un dialogue, quand tu crées une relation. Ça, c'est pas un problème, effectivement, mais c'est plutôt, du coup, enfin, le sens qu'on met dans notre métier, l'identité peut-être qu'on va perdre un petit peu. Parce que quelque part, de ne pas réussir à se définir, c'est aussi quelque chose qui est très précieux aux psychologues, j'ai l'impression. Ah. Tu vois, d'être un petit peu un truc à part, comme ça, mystérieux, qu'on ne touche pas, qu'on n'arrive pas vraiment à concrétiser. Insaisissable. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Quelque chose comme ça, en tout cas, euh, d'insaisissable et donc d'inatteignable aussi. Tu vois, il y a aussi chez certains ce mouvement un peu comme ça. Comme certains psychologues qui ne partagent pas, qui ne sont pas très pédagogues avec les patients, par exemple. Pour moi, c'est très, très important que mon patient il comprenne ce qu'on est en train de faire. Que ça ait du sens. Pourquoi pas pourquoi pas moi, je ne connais pas tous les modèles. Encore une fois, je ne les connais pas tous de l'intérieur non plus. Donc, j'imagine que ça fait sens et que c'est productif si on le fait. Mais il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. Et puis, il y a la rémunération quand même. Parce que dans ce cas, ça sous-entendrait qu'il faudrait qu'il y ait aussi des avantages que ont d'autres professions qui sont plafonnées comme ça. Des formations qui du coup sont prises en charge, où tu as même l'obligation d'ailleurs chez les médecins de faire je ne sais plus combien de formations par an et qui du coup sont prises en charge. Ça aujourd'hui, le nombre de psys qui ont les moyens de se faire des formations, ça reste un luxe. La supervision, c'est un luxe Hmm. énorme. Donc ça, c'est pas possible. Et là où tu vois, dans la formation, je rajouterais aussi un internat. Alors, thèse, pas thèse, franchement, je ne connais pas suffisamment pour dire si vraiment c'est indispensable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de pouvoir pratiquer et de pouvoir penser sa pratique, d'avoir le temps de la penser et de la confronter à d'autres, enfin de la réfléchir à plusieurs aussi. Parce Hmm. que justement, quand tu arrives comme nouveau praticien, tu n'as généralement pas les moyens d'avoir une supervision. Donc l'internat, il permettrait d'avoir une supervision de fait. Donc de penser les choses. Et là, si on prend d'être payé 23, 25 euros, je ne sais plus, la consultation d'une demi-heure, ça veut dire qu'on fera comme, moi j'ai ma collègue qui partage mes bureaux qui est ortho, c'est toutes les demi-heures, bam, 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 bam. Quand est-ce que tu penses? Tu peux plus. Hmm. Donc moi, je ne me vois pas réussir à faire mon travail correctement dans ces conditions-là. Ouais. Impossible. Impossible. Je ferais de la merde ou je gagnerais des cacahuètes. Hmm. Si tu devais refaire ton parcours, tu changerais quoi? Bah, je me suis posé la question. Le premier truc qui m'est venu, c'est oh, bah, j'irai ailleurs. Je ferai certes probablement Reims, mais j'irai aussi découvrir. J'avais postulé à Rennes, j'irai au Québec, j'irai à Quantico. Enfin, voilà. Et en fait, en me disant ça, ouais, mais en fait, non. Parce que du coup, je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui, que ce soit en termes professionnels et en termes personnels. Et j'aime ce que je fais aujourd'hui. Je suis épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Donc finalement,
Je pense que je ne changerai rien. Et j'ai même envie de te dire, si on n'est pas satisfait, c'est pas derrière que ça se passe, c'est devant. De quoi on va être moteur pour justement aller vers quelque chose qui va nous rendre heureux. Donc, tu n'es pas sur le regret. Voilà, c'est ça. Non, du tout, absolument pas. Quel Absolument conseil pas. pour terminer tu pourrais donner pour les psychologues qui nous regardent, les jeunes, les générations futures, les professionnels, ceux en formation? Ouais. Tu as envie de dire? Euh, il y a ce qu'on a retrouvé à travers déjà les vidéos précédentes, la curiosité et l'ouverture qui semblent essentielles. À ça, j'ajouterais quand même la rencontre. Parce que, encore une fois, on peut être curieux et lire des choses. Rencontrer, c'est différent. C'est très, très différent et c'est bien plus enrichissant. Donc, la rencontre et le dialogue, beaucoup. Avec ça, du coup, l'humilité aussi. Parce que ça va de pair. Si tu n'as pas un minimum d'humilité, tu n'entends pas de la même façon. Et c'est dommage parce qu'on a beaucoup à apprendre et en plus, on a beaucoup à donner. Donc, ça nous redonne. Enfin, voilà, c'est vraiment un processus très dynamique, tout ça, et qui est très riche. Donc, je pense qu'il faut il faut avoir ça. Je pense qu'il faut se donner beaucoup de temps pour penser les choses, comme je leur disais. Je pense que c'est vraiment très important et pas perdre de vue que finalement, le chemin, c'est celui du patient, c'est pas le nôtre. Et pour ça, l'humilité, elle rentre aussi en compte. Du coup, le cadre de travail, se définir un cadre. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ne sont pas forcément psy, j'ai des orthophonistes, des ostéos qui ont du mal avec justement le cadre, qui se font déborder. Et je crois que ça, c'est très, très important. Et là-dedans, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi. Et j'aime beaucoup l'image du masque à oxygène dans l'avion. Je ne sais pas si tu connais cette image-là, j'imagine. Quand tu prends l'avion, alors aujourd'hui, plus personne n'écoute, mais quand ils font les procédures de sécurité, on nous dit toujours, quand le masque à oxygène tombe, vous le mettez à vous d'abord et seulement ensuite aux autres. Même à votre enfant, c'est vous d'abord. Et ça, je crois que ça devrait s'appliquer à tout le monde. Il faut déjà soit être suffisamment oxygéné pour pouvoir donner ensuite, parce qu'on est quand même dans un métier où on donne de soi. C'est un métier d'amour, donc il faut être soit suffisamment nourri pour pouvoir redonner ensuite. Ok, écoute, c'est une belle conclusion. J'ai bien aimé cette histoire de masque. Sachant que l'oxygène nous fait planer plutôt que respirer, ça c'est la suite de la métaphore, mais bon, c'est autre chose. Je te remercie Si pour tu toi. veux, avec de l'air alors. Je te remercie Valentine en tout cas Je pour t'en prie. ça, et puis Avec plaisir. ça contribue à tout ça. Je te remercie beaucoup. Moi, j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. Est-ce que tu vas faire une vidéo toi-même où tu es interviewé? C'est la deuxième personne à me demander ça. C'est vrai. Je ne sais pas encore. Je pense Parce que que tu dis beaucoup de choses de ce que tu penses, mais ce serait intéressant qu'on écoute aussi ton parcours et comment tu en es arrivé à ces on verra. On réflexions-là. verra déjà si j'arrive à atteindre le quota de vidéos que je me suis fixé. Et, pourquoi pas, pourquoi pas. Finalement, je fais partie du lot, donc Mais exactement. voilà. Exactement. Ce serait chouette. C'est gentil. Merci beaucoup à toi. Il n'y a pas de souci. À bientôt. À bientôt.